Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur M. Bienvenue au Café Presse Politique, c'est l'entretien, le grand plaisir d'accueillir ce matin sur Radio M dans l'invité du direct. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs du Café Presse Politique, bonjour, bienvenue. Nous sommes mercredi, 17h, nouvel horaire, puisqu'on a été élargi à 20h pour le couvre-feu. Nous disposons d'un peu plus de temps pour vous rencontrer. Nous revenons donc au direct Facebook Live. Et par contre, nous restons sur les mesures de précaution et de distanciation physique. Et nous avons seulement 2 invités sur le plateau. Il peut arriver qu'il y en ait 3, mais pas plus. Donc, pour m'accompagner dans ce 13e numéro sans Khaled Rani, détenu. Il est détenu depuis 83 jours. Pour m'accompagner, on reparlera de Khaled Rani et on parlera des prisonniers dans cette émission. Donc avec nous, Smaïl Almas. Smaïl, bonjour. Bonjour, marhaba, merci. Sur le plateau également, avec nous, Hassan Mouali, bonjour. Bonjour, marhaba bik. Et pour nous accompagner, Maître Zoubida Assoul, présidente de l'UCP, qui nous revient de Ain Benyen, où s'est joué, de Bainam, ou de Dal-Beida, où s'est rejoué un drame aujourd'hui. Enfin, moi, je le considère comme cela. J'ai rencontré 2 fois Fodil Boumala cette semaine et on a échangé. Il devait passer à Radio M aujourd'hui. Il est ce soir en prison. C'est bien cela, Maître Zoubida Assoul. Bonsoir Hassan, je salue vos invités sur le plateau. Effectivement, je viens d'arriver du tribunal de Dal-Beida. Le juge a décidé de mettre Fodil Boumala en détention provisoire en attendant son procès qui est différé pour la semaine prochaine. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment ce sont des chefs d'inculpation qui n'ont ni tête ni queue, parce que la vidéo, je pense que l'ensemble des Algériens l'ont vue. Quand il est parti pour une visite amicale, il a répondu à une invitation d'un groupe d'amis. C'était une visite tout à fait amicale et il n'y avait rien de politique, ni un regroupement, ni un appel à attroupement non armé. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que le pouvoir, au lieu d'aller vers les mesures d'apaisement, d'ailleurs nous, en tant que collectif d'avocats, on travaille durement pour que déjà les gens qui sont en prison, pour qu'ils puissent être libérés le plus tôt possible. Et finalement, on se rend compte que le pouvoir fait l'inverse de toutes les déclarations. Zoubida Assoul, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'attroupement non armé. Est-ce que ça signifie que dans le dossier, il y a l'accusation d'attroupement non armé? Tout à fait. Et il a 3 chefs d'inculpation. Il a un premier chef d'inculpation, c'est incitation à l'attroupement non armé, diffusion de publications qui touchent à l'unité nationale. Et enfin, un chef d'inculpation, c'est atteinte à institution. D'ailleurs, on ne sait même pas parce qu'il n'a pas cité aucune institution. Ces dernières déclarations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Amira Bouraoui qui a été aujourd'hui arrêtée par la gendarmerie. Elle est devant la gendarmerie de Cheraga, me semble-t-il, selon les informations que nous avons eues par sa famille, ses proches. Mais il y a aussi beaucoup d'activistes dont les procès ont été différés. Hakim Adel qui est sous contrôle judiciaire. Enfin, une escalade vraiment de répression qui ne trouve pas sa justification ni sur le plan politique, encore moins sur le plan juridique.
Alors, évidemment, l'autre épisode du jour, on a commencé par l'information la plus récente, donc celle de la mise en détention provisoire de Fodil Boumela. Mais effectivement, il y a eu l'interpellation ce matin de Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, grande activiste devant l'Éternel, précurseuse d'une certaine façon du Hirak avec Barakat en 2014 contre le 4e mandat. Militante de Mouatana, nous avons été à Mouatana, vous en étiez la porte-parole Zoubida Assoul. Et on va dire activiste depuis dans le Hirak et sur Facebook. Dans son cas, on ne sait pas aussi quel est le. Elle avait une affaire, une plainte du directeur de. Oui, Ali Salahmani, le directeur de Nahar. Mais 2 mois de prison ferme. Voilà, 2 mois de prison ferme. Deuxième affaire. Voilà. Deuxième Donc, affaire. visiblement, c'est une autre affaire. Hein. Deuxième affaire. Visiblement, c'est une autre affaire. On n'a pas jusqu'à présent d'indication, parce que vous savez, quand la police judiciaire intervient, quand je dis police, que ce soit la gendarmerie ou la DSI ou tous les corps de sécurité, quand ils prennent quelqu'un, ils sont déjà en phase d'enquête préliminaire. Donc nous, en tant qu'avocats, on n'y a pas droit, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'ils vont la garder en garde à vue ce soir, ce qui me semble aussi aller vers cela? Est-ce qu'elle va être présentée demain? On n'en sait rien. On ne sait pas quel est le motif de cette interpellation, mais aussi Amira Bouraoui a eu de la part du directeur général de Mojama al-Nahar plusieurs plaintes dans plusieurs juridictions. Je pense que, d'après ce que m'avait dit Amira Bouraoui, autour de 5 plaintes dans différentes juridictions, de Boumerdes à Cheraga, à Bir Morad Raïs, un peu partout. Bon, la dernière en date, c'est celle où elle a été condamnée par le tribunal de Cheraga par défaut, parce qu'elle n'était pas présente, elle n'avait pas reçu de convocation. Elle a été condamnée à 2 mois de prison ferme avec une amende. Bon, bien sûr, elle a le droit de faire non seulement opposition, mais il y a aussi l'appel et il y a la Cour suprême. Mais n'empêche que ce sont des choses qui ne trouvent pas leur explication. On va revenir vers vous pour les explications politiques, Zoubida Assoul. Auparavant, je voudrais demander à Smaïl Almas de nous proposer son interprétation de ce qui se passe. Est-ce que vous attendiez à une crispation et un tournant répressif de ce type-là? Eh bien, bonjour tout le monde et bonjour Madame Assoul. Je crois que le pouvoir, il est dans son rôle, hein. Il est dans la continuité, il n'a jamais cessé d'aller vers cette tendance répressive. Donc, il essaie de profiter de l'occasion, profiter de la situation du Covid, par exemple, pour essayer de mettre pression sur les activistes, essayer de noyer le Hirak essayer de faire bouger les choses, essayer de se recycler. Donc, c'est une approche tout à fait normale d'un pouvoir que tout le monde connaît. Donc, normalement, il n'y a pas de nouveauté. Il y a pas... Maintenant, c'est pas si normal que ça, parce qu'au début, il y avait des promesses de Abdelmajid Tebboune, Hirak Moubarak, je vais dialoguer avec le Hirak, sur les 15 premiers jours. L'un des fondements de ce régime, ce sont les promesses non tenues. Depuis des années qu'on nous promet plein de choses, mais le régime n'a jamais tenu ses promesses. Donc lui, il joue sur le temps, il joue sur plein de paramètres, et parmi les paramètres utilisés, exploités, c'est les promesses qui n'ont jamais été réalisées. Donc, mais là, on est parti au-delà de la répression telle qu'elle se pratiquait sous Abdelaziz Bouteflika. Là, par exemple, pour les publications sur Facebook, aujourd'hui, il y avait pas ça du temps de Bouteflika. Donc c'est pas juste une continuité, c'est une escalade. Oui, bien sûr. Il faut comprendre que la politique, ce genre de régime, ne sont pas figées, elles sont évolutives. C'est-à-dire, elles s'adaptent avec les situations. À l'époque de Bouteflika, il y avait un système, il y avait des clients, il y avait une mafia autour, etc. Et il y avait des gens qui adhéraient à sa politique. Il y avait beaucoup d'argent aussi, hein. Donc, il y avait un certain nombre quand même mais aujourd'hui, c'est un autre contexte. Avant, il y avait un peuple neutralisé, un peuple anesthésié. Aujourd'hui, il y a un peuple qui s'est révolté depuis le 22 février. Donc, j'imagine que le régime essaie d'adapter ses outils, ses mécanismes, ses forces selon la réalité, la nouvelle réalité qui dit qu'aujourd'hui, en Algérie, il y a un peuple qui existe depuis 22 février, notamment 2019, un peuple qui veut changer de statut, un peuple qui veut, ou un citoyen qui veut passer d'un simple contribuable, d'un simple électeur, vers un citoyen actionnaire dans la société algérienne. C'est-à-dire actionnaire ou la co-gérant ou la
c'est-à-dire, il est là, c'est son pays, c'est son Algérie, il veut participer à la gestion, à la modernisation, au développement de son pays. Donc, le citoyen veut changer de statut, le régime veut maintenir l'état des choses, ça l'arrange, il ne veut pas céder sa place, et maintenant c'est à nous, c'est à la société d'adapter aussi ses outils pour essayer de résister et de voir comment faire pour essayer de sortir, pour essayer d'atteindre des objectifs que je vois tout à fait légitimes. Tu as un peuple qui veut changer de statut et c'est tout à fait normal. Hassan Mouali, quand on essaie d'aller un peu dans le détail de l'analyse de cette politique répressive, on se souvient que les premières arrestations de figures du Hirak ont commencé en septembre. Auparavant, il y avait les arrestations notamment les porteurs du drapeau Amazir, qui étaient plutôt des militants du Hirak sur le terrain. Mais les chefs, les figures, avec Abdelmajid, avec Tabou, avec Belarbi, avec Fodil Boumala la première fois, avec Fersaoui un peu plus tard en octobre, etc. Les militants de Raj, Hakim Haddad, pour qu'on n'oublie pas, et ses autres camarades. On se disait à l'époque, en fait, c'est pour passer le 12-12, c'est pour passer l'élection présidentielle. Absolument. Donc il fallait faire peur au Hirak, faire peur et on s'était dit, c'est ça l'agenda. Et après, d'ailleurs, moi je me rappelle très bien qu'un certain Farhat Etali, quand il m'a fait savoir qu'il allait devenir ministre, ça c'est privé, je vais peut-être trahir un secret, mais je lui ai dit, tu laisses des camarades en prison, tu laisses Ali Ardiri en prison, tu laisses Saad Albrab qui était un ami à lui aussi en prison, etc. Ça pose un problème. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, dès que Tebboune sera installé, tout sera voilà. Donc on se disait finalement, ça se tient, l'agenda, c'est des arrestations pour passer le cap de... Ma question, j'étais un peu long, ma question c'est, à quoi correspondent les arrestations d'aujourd'hui? Est-ce que ça ne correspond pas aussi à notre agenda électoral? La Constitution, les législatives. Ouais. Une fois que tout sera installé, on nous dira, bon, voilà, on a de nouvelles institutions, la présidence, le nouveau Doustour et une Assemblée nationale dans un cadre kiff-kiff, parce que le projet dit la même chose avec un Sénat. Est-ce que c'est pas là ça qui se prépare? Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Assoul. Je crois que tu as répondu à la question en fait, Hassan. C'est véritablement ça. La première fois, il avait l'élection présidentielle du 12 décembre. Il n'avait pas d'autre choix. Il fallait qu'elle se tienne. Il fallait que Tebboune soit président, pour ne pas dire quelqu'un d'autre. C'est Tebboune, comme l'a dit Bourgade dans un premier temps. Il a accusé AGS d'avoir son candidat, et tout le monde a compris. Moi-même, je l'ai dit ici que c'était l'homme de Gaïd Salah. Donc tout le monde s'attendait, en effet, après le 12 décembre, que les choses allaient se tasser, que le système va s'ouvrir un petit peu, il va libérer les détenus politiques. On témoigne d'ailleurs les premières déclarations du président élu, entre guillemets, au soir du 12 décembre. Il avait dit que j'irai avec le Hirak jusqu'au... il n'y aura pas de limite, voilà, il n'y aura pas de limite en matière de liberté publique et liberté de la presse. Et finalement, au fil des jours, on se rend compte que les choses se coursent plutôt. Et donc, le pouvoir, on a l'impression, et là, ça se confirme, que le pouvoir a d'autres priorités. La principale priorité, je crois que c'est la révision de la Constitution. Parce qu'il doit se donner un cadre normatif avec lequel il va enserrer la société. Il va façonner, le système va... parce que pour moi, c'est le même système qui gouverne depuis 62 à nos jours. Donc, ils ont changé des visages, ils ont ramené Tebboune. Bon, c'est pas un ancien Tebboune, mais ils ont recruté quelques-uns de la société civile pour faire un petit peu, pour rendre l'image du gouvernement un peu plus clinquant, pense-t-il, en fait. Mais il leur faut quand même une constitution sur mesure. Et là, le Hirak, malheureusement, il y a cette histoire de Covid qui a chamboulé et le calendrier politique du régime et le calendrier du Hirak. Donc, cette trêve, il en a profité pour... il y a eu beaucoup d'arrestations, il faut le souligner encore une fois, durant les 3 mois du Covid, beaucoup d'arrestations à travers le territoire national. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende qu'on a embarqué quelqu'un à Tlemcen, à Ouadsouf, à Tizi Ouzou et partout ailleurs. Après, puis vint la fameuse confidence de Sofiane Djilali. Sofiane Djilali qui a demandé à voir le président Tebboune, il a été le voir et il l'a autorisé à déclarer que Kerim Tabou et Samir Belarbi allaient être élargis bientôt. D'abord, question,
normalement, il appartient à la présidence de la République de communiquer là-dessus. À chaque fois que le Tebboune reçoit quelqu'un, il y a un communiqué qui suit, un petit communiqué laconique, y compris quand c'est des visites de courtoisie, genre Zerwal, parce qu'il a porté un soutien à Tebboune, donc on a fait toute une tartine. Mais quand ça traitait des détenus d'opinion, il a fallu que quelques jours après, on autorise Sofiane Djilali à ébruiter l'information. Et nous avons pris acte, on s'est dit, peut-être qu'il y a une volonté de changer de politique, de changer de cap, d'appréhender le Hirak autrement. Peut-être que le pouvoir est acculé économiquement, socialement, culturellement, tout ce qu'on veut. Il veut changer, et tant mieux. Même le Hirak, je pense que il y a certainement des irréductibles du Hirak, des extrémistes et tout, mais globalement, le noyau du Hirak, il ne souhaite pas que ce soit une guerre de 1000 ans, que ça continue comme ça des mois et des mois et des mois. S'il y a une perspective d'ouverture, pourquoi pas? On peut toujours, on tient toujours à ce qu'il y ait un compromis, mais pas un compromission. Pas avec ce mode de communication. Oui. Absolument, alors, je suis tout à fait d'accord. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, on nous annonce la libération prochaine pour bientôt de Samir Belarbi, alors qu'ils ne sont pas encore condamnés. Donc, légalement, ça ne pourrait pas se faire, parce que la grâce concerne uniquement les cas définitivement condamnés. Et donc, ça a fait une petite publicité pour Sofiane Djilali. Voilà, peut-être que même c'est l'objectif recherché. Et là, une semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, on met sous mandat de dépôt Boumala. Et la semaine dernière, on prend 3 activistes à Béjaïa, on les met sous mandat de dépôt. Il y a une quarantaine d'arrestations. Amira Bouraoui, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut ajouter à cette liste, Hassan, pour être complet, hein, juste Maître Assoul, qu'il y a un de vos confrères, Maître Ziari, qui a été arrêté, et on a du mal à comprendre. Alors, je vais vous laisser juste nous dire qu'est-ce qui s'est passé avant d'apporter votre propre interprétation de cette escalade dans la répression. D'abord, je voudrais rebondir juste sur ce qu'a dit Hassan Mouali. En ce qui concerne la libération de Samir Belarbi et Karim Tabou. Nous, on l'avait dit, même sur le plateau de Radio M, Hassan, tu te rappelles bien, le 25 mars passé, j'étais l'invité de Radio M et j'avais dit que les solutions juridiques existaient pour le procès de Karim Tabou. Parce que le procès de Karim Tabou, c'est quand même particulier. C'est une violation manifeste du droit et donc j'avais proposé des solutions. Mais par contre, Hassan Mouali disait que c'était pas possible de les relâcher. Non, je vous informe juste que demain, nous avons l'instruction au niveau de l'établissement pénitentiaire à cause de la pandémie. Donc, on peut pas sortir les détenus, etc., les extrader, les emmener jusqu'au tribunal par mesure des mesures sanitaires. Et donc, demain, c'est le juge d'instruction de Abdaramban qui va se déplacer sur l'établissement de Koléa. Et on va assister demain à l'instruction au fond, à la fois de Samir Belarbi, de Khaled Drabni et aussi de Hmetosh, parce qu'ils sont dans le même dossier. Tout le contraire, Hassan, le juge d'instruction peut, quand quelqu'un est en détention provisoire, le juge d'instruction peut, de son chef, sans même qu'il y ait la demande de la défense ou de l'intéressé, de décider de faire une liberté provisoire pour les détenus provisoirement. Donc, non, moi je parle de la grâce présidentielle. Je parle parle pas de ça qui s'agit. C'est pas du tout la même chose. La grâce, effectivement, elle ne touche que les gens qui sont condamnés définitivement. Voilà. Ce qui n'est pas le cas même de Karim Tabou. Parce que Karim Tabou, encore, on a fait un pourvoi en cassation de l'arrêt qui a été rendu le 24 mars passé. Et elle n'est pas encore enrôlée, mais en plus, on a demandé une liberté provisoire devant la même chambre qui l'a condamné sans procès, et on n'a pas encore eu de réponse, alors que la réponse existe, c'est que la même chambre peut ordonner, parce qu'il y a difficulté d'exécution de cette décision, qui est une décision sans procès, donc il y a violation manifeste des règles substantielles et de la loi, mais aussi le garde des Sceaux peut instruire le procureur général près la cour d'Alger de faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation au profit de la loi, article 350 du Code de procédure pénale, et que la Cour suprême, sur une simple requête du parquet général, elle peut ordonner justement
l'annulation de la décision et donc Karim Tabou sera libéré en attendant qu'il ait un procès dans les règles de l'art, selon les règles des conditions d'un procès équitable. Donc les solutions sont connues. Le problème, c'est l'absence de volonté politique, mais en tout cas, on peut dire aussi les couacs qui existent entre les déclarations et les décisions sur le terrain, ce que nous constatons aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne Khaled Ziyari. Khaled Ziyari est un ancien officier de la police, donc qui est sorti, mais qui est actuellement avocat. Il est avocat en exercice. On peut rappeler que c'est le frère de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ah, tout à fait, que moi, personnellement, je ne connaissais pas personnellement. C'est quelqu'un que je connais à travers les médias, puisqu'on l'a vu intervenir sur un certain nombre de médias, mais il est surtout actif sur les réseaux sociaux. Mais quand il a été, la semaine passée, il avait d'ailleurs posté sur sa page Facebook, comme quoi il y avait plusieurs voitures de la police qui l'attendaient, qui sont venus frapper plusieurs fois chez lui. Sa femme leur a répondu qu'il n'était pas à la maison. Ensuite, ils sont revenus. Ensuite, lui, quand son épouse lui avait dit que la police le cherchait, il a appelé, il pensait que c'était le commissariat de Cuba, c'est la circonscription là où il habite. Et donc, il a appelé la police en disant, puisqu'ils le connaissent, puisque c'est un ancien de la police, il les a appelés, il leur a dit, vous me cherchez, je suis en déplacement pour une affaire, puisque je suis avocat. Ils lui ont dit, non, c'est pas nous, c'est pas le commissariat de Cuba. Et donc après cela, la police est restée en train de guetter devant sa maison. Quand ils ont vu qu'il n'était pas là, lui il était parti sur Constantine. Alors qu'est-ce que la police fait? Elle vient frapper chez lui, il n'y avait personne. La police vient, elle ramène le gardien de la cité, elle ramène un voisin comme témoin, elle ramène un serrurier de la police et il fracasse sa maison. Il rentre avec une perquisition du procureur de la République. Mais perquisitions sont les maîtres de la maison. C'est-à-dire que on ne peut pas faire une perquisition comme ça, surtout pour un avocat. Un avocat en exercice, c'est pas un narcotrafiquant, c'est pas un criminel. Ils n'ont pas laissé de convocation. Ensuite, il n'y a pas que ça. Donc ils changent les serrures de sa maison. Ils le mettent sur le PV, hein. Et il change la serrure donc de sa maison. Ils font la perquisition qui dure 40 minutes chez lui. Ensuite, il referme, il place une autre vachette. Et ensuite, il appelle son épouse pour lui dire, Madame, venez récupérer les clés de votre maison. Oui. On est dans le délit. Maître Assoul, puisqu'on est sur les dossiers, ça va nous aider dans le débat. Juste une parenthèse. Vous avez évoqué les narcotrafiquants. Le Bouchi, son nom c'est Kamal Chiri, connu populairement pour être le Bouchi, a bénéficié d'une réduction de peine en appel de 8 ans à 4 ans. Est-ce que c'est sûr, parce on n'a pas pu suivre à cause du Covid et de l'impossibilité pour les journalistes de rentrer dans les salles d'audience. Est-ce que ça concerne l'affaire principale? Laquelle de ces affaires ça concerne? Est-ce que vous êtes au courant? Non, moi parce que ça a choqué l'opinion. Je préfère le dire pour les partisans de Tebboune qui peuvent nous regarder de temps à autre. Ça fait partie des choses qui choquent beaucoup. Hein, voilà. Et donc peut-être que c'est pas sur l'affaire principale. On peut les rassurer. On peut leur dire que Kamal Chiri va continuer à être poursuivi. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. C'est pas l'affaire de la cocaïne en fait. Non, du tout. Ce sont des affaires qui sont liées à des privilèges qu'il aurait eu. D'ailleurs, c'est l'affaire des privilèges et des promotions immobilières et de tout ce qui est immobilier et des autorisations et des passe-droits qu'il a eu, mais aussi aux largesses qu'il a donné à un certain nombre de personnes qui gravitent autour du pouvoir. D'ailleurs, il y avait avec lui un procureur même de la République, un ancien Wadi ou le gosse de Wadi, etc. Donc il n'était pas... Enfin, il y avait le fils Khaled Tebboune, le fils du président Tebboune aussi dans cette affaire au départ, en première instance. Tout à fait. Voilà. C'est la même affaire. Non, ce qui est encore plus grave, parce que l'opinion publique a été choquée. D'abord, vous savez, depuis qu'il y a les restrictions à cause du Covid, il n'y a plus de public. Il n'y a plus de public et la plupart des affaires sont jugées à distance avec la visioconférence. Mais ce qui est choquant, c'est que voilà, des gens qui étaient sur de grosses affaires de corruption, de malversation, de passe-droit, etc.,
Donc, ils se retrouvent vraiment avec des peines à peine, voilà, on va dire, vraiment très clémentes. Mais à côté de cela, on voit un avocat qui se fait comme ça arrêter d'une manière. Et d'ailleurs, les perquisitions n'ont pas touché que son domicile, ils sont partis au domicile de son fils. Est-ce que le bâtonnet a réagi? Donc, non, le bâtonnet n'a pas encore réagi parce que pour la simple raison, vous savez, le bâtonnet n'était même pas au courant parce que quand ils l'ont arrêté, ils ont perquisitionné chez son fils à Ruiba, dans sa maison. Ensuite, ils ont eu par les appels téléphoniques avec une géolocalisation, ils ont su qu'il était parti à Constantine. Et moi, quand je l'ai vu hier, Ziyari, il m'a dit, maître, moi j'ai un client qui est à Gigel, je suis parti à Gigel, il a même le permis de communiquer. Il est parti sur Gigel pour voir son client, donc il a Quand vous dites, quand vous l'avez vu, en fait, vous l'avez vu en détention. J'ai vu hier, en détention, Ouais. Al-Harrach. Et donc lui, quand ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené de Constantine, ils l'ont arrêté. En fait, on peut dire aujourd'hui que, en fait, le cercle de la répression c'est élargi et que, Oui. enfin, on peut considérer que plus personne. Les chefs d'entreprise, ça continue, mais on n'en parlera pas ici. Je voulais juste, je vais vous revenir dans un instant, Maître Assoul, vous allez pouvoir développer votre point de vue sur la situation, mais auparavant, je voulais poser une question à Smaïl Almas. En 2019, c'était lisible, la politique de répression, elle était très lisible. Vous avez dit dans un premier temps oui à la commission, au panel de Karim Younes, et vous avez lié votre participation, d'ailleurs aussi, en même temps que Karim Younes, à des mesures d'apaisement qui ne sont pas intervenues. Et on sait qui a décidé qu'elles ne devaient pas intervenir. Ce n'est pas Abdelkader Ben Saleh que vous avez reçu, c'est, enfin président par intérim, c'est le chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh qui avait dit pas question. Et ça avait d'ailleurs entraîné votre démission de ce panel. Donc en 2019, c'était lisible. On savait qui décidait de la répression et il annonçait qu'il allait réprimer. Ma question, c'est en 2020, qui décide de la répression? Non, en 2019, il y avait une feuille de route établie par le pouvoir, et notamment par l'ancien chef d'état-major. Il voulait faire passer les élections, arriver aux élections, mais leurs élections, avec un certain nombre d'étapes à suivre. Parmi les étapes, c'était aller vers le dialogue avec, initié, conçu et dirigé par Gaïd Salah et son équipe. Donc, bien sûr, il y avait la façade à la présidence, mais il y avait une feuille de route. En tous les cas, c'était assez intéressant comme approche. Si vous voyez c'était assez cohérent, exactement, je cherchais le mot, c'était assez cohérent. Donc, il y avait le dialogue, en bas, il y avait la commission des élections, de suivi des élections, l'équipe était déjà prête, en 24 heures, il y avait l'équipe, et on a fait les élections. Mais bon, ce qu'il y avait, c'est que quand je suis rentré, on avait posé les conditions du Hirak. Parmi les conditions du Hirak, c'était ce que vous avez dit, c'est l'apaisement. Aller vers les mesures d'apaisement, des partis le gouvernement, etc. Une commission de surveillance chapeautée, organisée, structurée et par les gens du Hirak, etc. Donc il y avait tout des conditions du Hirak qui étaient sur la table de Ben Salah. Donc Gaïd Salah. Qui les avait acceptés. Il les avait acceptés. C'est ça le truc. Pour l'histoire. Et en bas, 3 jours après, il y avait le fameux discours qui disait oui aux personnalités, oui au dialogue, mais sans préalable, sans condition. Bon, là, j'avais jeté l'éponge. Donc j'ai compris que les intentions n'étaient pas là. Mais ce qu'il y a, c'est que... Mais là, on savait qui disait non. Exactement. Et qui comptait réprimer. Voilà. Est-ce que c'est toujours l'état-major? Aujourd'hui, j'ai posé la question différemment. Est-ce que c'est toujours l'état-major? Depuis, il y a quelqu'un, enfin, à l'époque d'état-major, c'était le général Hosseini Bouazza qui était devenu un peu la vedette de la répression. Puis on parle de Zormati. Bon, Zormati, c'est le ministre de la Justice, c'est plutôt un exécutant dans la feuille de route, c'était plutôt son rôle. Est-ce que c'est la présidence? Est-ce que c'est le nouvel état-major? Non, aujourd'hui, c'est clair, quand on a une présidence faible qui maintenant, en général, parce qu'elle est faible, la présidence, l'institution est faible, elle n'est pas tout à fait légitime, il y a une crise politique terrible et une présidence, une institution qui a besoin de l'appui de l'armée. Donc, du coup, elle dépend de cette armée. Elle dépend de la couverture, de la protection de l'armée. Donc, c'est finalement, il y a un travail de cohésion. Il y a un travail entre les deux parties. En général, le début d'un mandat, ça se passe toujours comme ça. Même à l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, quand ils l'ont ramené, c'était ça. C'était la même chose. Il y avait une cohésion entre les différents services. Il y avait une cohésion entre la présidence et l'armée. Après, ça bouge. Quand les personnes bougent, il y a des changements de poste, etc. Ça commence à bouger. Mais là, il y a une cohésion. On peut pas parler de, c'est l'armée qui gère uniquement
des aspects. Non, il y a la présidence et l'armée qui gèrent la situation. Maintenant, est-ce que ils se rendent compte du mal qu'ils sont en train de faire pour ce pays? Là, je ne sais pas. Alors, il y a une théorie qui circule, je vous l'expose, vous me dites ce que vous en pensez. C'est la théorie suivante. Abdelmajid Tebboune, c'est Ahmed Gaïd Salah qui l'a ramené. Ok. Ahmed Gaïd Salah n'est plus là. La tâche que doit exécuter cette façade civile du pouvoir pour remplir une institution, etc., est devenue très compliquée. Beaucoup plus compliquée que ce qu'elle devait être au Il départ. faut changer le casting. Donc ceux qui sont là ne sont pas convaincus que cet attelage-là puisse défendre les couleurs du système dans la durée, etc. Et donc, on le laisse faire des fautes. On le laisse faire des fautes, peut-être qu'on le pousse à faire des fautes, parce que c'est des fautes. Alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est les arrestations, Non, c'est maladroit. Voilà, c'est très maladroit. C'est très maladroit, Ouais. c'est le minimum qu'on peut dire. Théorie du complot. On a presque senti des relents dans le discours de Tebboune dire il a dit quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que c'est imaginable? Moi, je pense pas qu'il y ait. Bon, on est deux à ne pas le penser, mais je rapporte. Je le pense pas aussi, mais je rapporte parce que ça a circulé. Nous, surtout les journalistes algériens, nous fantasmons beaucoup sur les relations entre l'armée et la présidence depuis la nuit des temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'était l'homme d'AGS, Tebboune, et là, il devient l'homme des autres, de son remplaçant, et je m'attends normalement le 5 juillet prochain à ce que, comment il s'appelle, Saïd Chinguereha soit confirmé comme chef général de corps de l'armée, et que l'autre, le fameux Ben Ali, soit envoyé à la retraite, et comme ça, parce qu'il y a un échange d'amabilité ces derniers temps. Aujourd'hui même, je ne sais pas si vous avez suivi le discours du chef d'état-major par intérim, Chinguereha, il parle de Haqidin, c'est les accents des discours de Gaïd Salah, et c'est de la glorification du président Tebboune. Donc je pense qu'il y a un gentleman agreement, ils se sont entendus. Alors, on va faire avec. Ils ont discuté plusieurs fois. Il y a eu des réunions du Haut Conseil de sécurité. Ils ont fini par se convaincre mutuellement qu'ils ont un bout de chemin à faire ensemble, que tu es l'homme qu'il faut, toi, Tebboune, tu es l'homme qu'il faut, on est là pour toi, et toi, tu dois nous couvrir. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est le système, en fait, encore une fois. Le système, il a changé quelques visages ONI, qui ne passent plus en 2020, mais le système reste lui-même. Avec la fameuse triplette, c'est-à-dire les médias, et le politique, et maintenant, il reste l'argent. C'est le seul problème qu'a ce système. Mais l'argent, c'est facile, c'est simple. On va évoquer l'argent Donc la répression, dans la deuxième partie. si tu permets, ce qui se passe en ce moment, je pense que la Constitution, ils doivent impérativement faire passer ce projet, quitte à réprimer, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'ils n'ont pas d'option finalement. Ils n'ont pas besoin de réprimer. Ils ont fait passer un président sans répression. Ils ont peur du retour du Hirak. Ils ont peur du retour du Hirak. C'est la hantise de Tebboune et du système. Je ne vais pas dire de Tebboune, du système. C'est la hantise du Hirak parce qu'ils n'ont pas de solution. Donc, s'il leur faut, par exemple, emprisonner 10, 15 têtes d'affiche du Hirak, ils vont le faire sans état d'âme, le temps de faire passer septembre, octobre, novembre, et je suis convaincu que ce fameux projet de la Constitution ne passera pas par référendum. Ils vont se suffire d'un passage d'une adoption par le Parlement, parce que ça urge, en plus économiquement et socialement, le pays, je suis sûr. Maître Zobeida Assoul, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il y a un consensus dans le pouvoir sur la politique de la répression, et donc en fait, on est aussi un acteur à part entière de cette politique de la répression? Je ne suis pas si sûre qu'il y ait autant de cohérence entre l'ensemble des gens du système. J'adhère quand Hassan dit que c'est le même système. Oui, effectivement, moi, en juin passé, j'avais dit que nous sommes toujours sur la feuille de route de Bouteflika Hassan Abdelaziz. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est exactement la même feuille de route, même cette histoire de vice-président. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord quand on dit qu'ils font la répression pour faire passer la Constitution. Bien au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de travailler contre eux-mêmes. Parce que vous savez, quand vous allez monter en escalade dans la répression, vous allez encore incarcérer d'autres gens, d'autres figures. Est-ce que cela, le peuple va rester inactif? Est-ce que le peuple va regarder comme ça et se laisser faire? Parce qu'attention, la situation
que vit l'Algérie. Il n'y a pas que la crise politique, il y a la crise financière, on ne va pas dire la crise économique parce qu'on n'a jamais eu d'économie, à part les hydrocarbures. Donc on peut dire la crise financière que vit le pays, et en plus toutes les retombées sur le plan social. Aujourd'hui, je peux vous dire, même dans le corps de la classe moyenne, qui était bien une classe moyenne, aujourd'hui elle est dans une phase descendante vers la paupérisation. Il y a des avocats qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Je parle des avocats, c'est la corporation auquel j'appartiens. Donc aujourd'hui, il y a une crise sociale en perspective dans les jours à venir. Une fois que le confinement va se terminer, on va avoir toutes les revendications socio-économiques qui vont s'additionner à la revendication politique. Mais en plus, est-ce que franchement, en remontant dans l'escalade de la répression, est-ce que vraiment c'est comme ça qu'ils vont faire passer la Constitution? Bien au contraire, ils sont en train d'agrandir justement la masse des gens qui seront récalcinants et qui ne vont pas aller au vote. Bon, maintenant, effectivement, ils ont leur option, la deuxième option, de faire passer ce projet d'amendement de la Constitution, qui pour moi n'est pas un projet d'amendement. En fait, c'est presque une nouvelle Constitution. Elle est nouvelle dans le sens où elle a apporté énormément, c'est devenu comme une mercuriade, on met tout dedans, même des textes de loi qui relèvent des choses qui relèvent de la loi, qui relèvent de la loi organique, c'est du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ce texte-là, si tu le fais passer par le Parlement, il y a un rejet total de ce Parlement, et ce Parlement, en plus, il est comptable de toute la gestion des 20 années de Bouteflika, puisqu'il a soutenu. Et ces mêmes gens qui ont soutenu la dérive, la corruption, les malversations, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, aujourd'hui, ils soutiennent Abdelmajid Tebboune. Mais moi, je dis aussi, est-ce que cette constitution, quand bien même elle passerait par le Parlement, d'abord, elle ne peut pas passer par le Parlement constitutionnellement si on va se fier à l'esprit et le texte de la Constitution. Dès que tu touches aux équilibres des institutions, tu dois la faire passer par voie référendaire. En 2016, mais je ne suis pas sûr que la voie référendaire va payer, puisqu'il y a une colère dans toutes les franges de la société, ça bouillonne à tous les niveaux. Il n'y a pas de solution sur le court terme. Alors, il n'y a pas de solution. Le PAD s'est réuni il y a 48 heures. Zoubida Assoul, présidente de l'UCP. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une mise à jour en dehors des propositions de tenir compte des revendications populaires, évidemment, et de rétablir les libertés? Est-ce qu'il y a par exemple, notamment par rapport à ce processus constituant, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que propose la coalition des partis qui forment le PAD? Oui. Il n'y a pas, je veux juste rappeler pour l'opinion publique nationale, c'est que le PAD regroupe un nombre donné de partis politiques, mais aussi de collectifs de la société civile, des associations, des intellectuels, des personnalités, des élites, etc. Depuis le départ, vous savez, depuis la naissance du PAD le 26 juin 2019, on avait dit que ce n'est pas possible. Si on veut vraiment répondre aux revendications du Hirak depuis le 22 février 2019, le peuple a été clair. Il demande une rupture avec le système actuel. Il demande la construction d'un État qui est basé sur les institutions et non pas sur les individus et les clans. Mais il demande aussi un État qui puisse garantir les libertés à tous les citoyens et toutes les libertés, mais aussi une justice indépendante. Après le 12-12, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre à jour dans cette feuille de route? Bien sûr qu'il y a des choses à mettre à jour. Nous appelons, nous n'avons pas cessé d'appeler. La nouveauté, c'est que cette conférence, il faut absolument qu'on organise une conférence nationale indépendante qui regrouperait l'ensemble des Algériens, l'ensemble de la classe politique, de la société civile, des activistes, pour faire une conférence qui sortirait avec une feuille de route consensuelle. Et cette feuille de route, elle sera la feuille de route des Algériens qui veulent vraiment la rupture. Oui. Alors,
Maître Assoul m'a fait une transition intéressante vers le Front Social et qui est un peu la deuxième partie de ce café presse politique. La question qu'on commence à se poser, on a vu la marche de Ouargla où il y avait une revendication pour le quartier de Mkhadma sur le Noumoul Mahalli, le développement local, avec aussi des manifestants qui disaient on ne fait pas de politique. Donc ma question elle est directe, est-ce que le Hirak ne risque pas d'être débordé dans les semaines et les mois qui viennent par des marches de ce type, des marches populaires avec une revendication sociale, mais qui ne soient pas politiques? Est-ce que ce n'est pas une possibilité? J'arrive pas à comprendre séparer le politique du social. Moi, pour moi, non. C'est un carburant. Oui, exactement. Donc le social fait partie du politique, l'économie fait partie du politique. Nos revendications. Il n'y avait pas de bonne main de charia, les mots d'ordre habituels du Hirak, il n'y avait pas. Mais faire du grabuge, c'est déjà ça. Bah oui, mais sinon tout est lié. Mais il faut s'attendre à cela. Moi, je dis que l'après-Covid, l'après-confinement sera très rude, sera très difficile pour les Algériens. C'est vrai que... Mais avec quel contenu? Est-ce que c'est pas le contenu social qui va prédominer? C'est clair. De toute façon, là, on est parti pour ça. Hein. Le Hirak sera disons, alimenté par les revendications sociales, sera peut-être dominé par les revendications sociales pour une certaine période, mais on va revenir vers les aspects politiques, etc. Ça dépendra de l'encadrement du Hirak. Ça dépendra des animateurs du Hirak. Ça dépendra des messages tel Hirak. Donc, aux animateurs d'encadrer, aux animateurs de lancer les messages, aux animateurs de proposer ou disons d'encadrer les revendications. Je sais qu'ils vont être énormément sociales et je crois que le pouvoir mise sur ça. Hein, il veut depuis toujours d'ailleurs. Il a toujours voulu détourner les aspects politiques ou les revendications politiques tel Hirak vers tout ce qui est social, etc. Alors que le peuple n'est pas sorti pour le peuple est sorti. C'était vrai en 2019. Ma question, est-ce que ça va rester vrai en 2020, que le peuple ne sorte que pour des revendications politiques, ce qui était une grande surprise même pour les élites, hein, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai, bon, le Hirak, il est éminemment politique. Mais encore une fois, quand on parle de politique, il y a tout dedans. Oui. C'est un réceptacle de toutes les frustrations économiques, sociales, culturelles et tout. Mais après, bien sûr, on veut changer le système. Ce système qui ne fait pas nourrir les Algériens, par exemple. Mais je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre enfin, pas une contradiction, les éventuelles manifestations sociales qui pourraient avoir lieu dans un mois, 2 mois, 3 mois. Et purement social, j'ajoute. Et purement social, ne gêneraient pas le Hirak, de mon point de vue. Bien au contraire. Elles vont apporter de l'eau au moulin du Hirak. Parce que le Hirak, il est global, il a politisé, il a théorisé la contestation. Ça va renforcer les rangs du Hirak. Il y a des sous-Hirak. Un sous-Hirak social, un sous-Hirak économique. Mais le Hirak doit prendre en considération. Après, il va y avoir des catégories, donc des revendications catégorielles. Il peut y avoir peut-être le Fellahin, peut-être des avocats qui m'accattent, je ne sais pas. Tout ça, ça va... Zawatin, c'était un peu ça. Oui. Tinzawatin, c'est une version. C'est développement local. Bon, là, mais le Hirak c'est encore plus grave. Le Hirak est censé prendre en considération les revendications sociales aussi. Absolument. Le Hirak fonctionne comme un gouvernement, en fait. C'est un gouvernement. Exactement. Il est là pour apporter des réponses à ceux qui disent que nous avons des revendications sociales. Ok, sociales, mais qui va les régler? Si le pouvoir, si ce gouvernement n'arrive pas à voilà ce que nous vous proposons. Donc le Hirak doit être suffisamment intelligent pour embrayer sur cette contestation sociale qui va avoir lieu, pour l'amener à rejoindre les rangs du Hirak, pas pour faire du grabuge, mais pour constituer un rapport de force. Parce que politiquement, c'est ce qui importe. Non, mais si les ramener vers le Hirak, ce sont des gens du Hirak, les populations ados. Oui, très souvent, ce sont des gens du Hirak. À Ouargla, c'est pas le cas. À Ouargla, il y a eu un échange. Une partie de ceux qui ont animé la marche de Mkhadma, ce sont des gens qui ont quitté le Hirak il y a un moment. Et qui, bon, ils n'étaient pas pro-élection en 2012, hein, mais ils n'étaient plus dans le Hirak. Tu sais que dans certains, on connaît très bien notre pays. Je me souviens de Zeraouni, à chaque fois qu'il y a une contestation, c'est comme ça que on a instillé dans l'esprit des Algériens. Ils ont dissocié là. Donc, brûle les pneus, dire wesh habbi. Non seulement cela, mais si on oppose cela aux revendications du Hirak qui ne reconnaissent pas Al-Majid Tebboune comme président. Exactement. Quand on se met à revendiquer uniquement sur le plan social, ça veut dire qu'on s'adresse quand même à une autorité, on la reconnaît de fait. Et c'est à elle de répondre. Donc je pense que le pouvoir, d'ailleurs des gens ont relevé qu'il n'y a pas eu de répression à Mkhadma un jour de semaine, en plein confinement, le dimanche. Ils ont peur d'ouvrir un autre front.
un autre front, Voilà. mais je pense que ils encouragent, Moi, je attention. suis de ceux qui pensent que la crise sociale, on espère que ça va se régler, mais on voit pas, malheureusement, les chiffres sont têtus. Ça va pas se régler. Avec un pétrole à 28, 30, 35 dollars. Avec une gestion. Une gestion Rien à voir avec l'argent, avec il une n'y a pas gestion. de cap On va en parler sur il n'y a sur pas la de fin. cap économique, donc on voit moins comment on va gérer la situation. Après, bon, je pense que Tebboune l'a répété la dernière fois. Il a dit que je suis prêt à mettre $1 milliard. Ils sont prêts à acheter la paix sociale pour social. Ils peuvent éventuellement colmater les brèches jusqu'à octobre, le temps de faire passer la Constitution. C'est pas le chemin que ça prend. m'adresse à un jeune qui dirait دولة مدنية ماشي عسكرية ما عندها ما تجيب لي نسحق الخدمة نسحق qu'est-ce que les politiques les élites politiques pourraient répondre à cela dans le Hirak en marchant dans la rue? Non, moi j'ai juste envie d'abord de dire que en fait on peut pas dire les gens qui essayent de dire il y a les revendications politiques, il y a les revendications socio-économiques. Tout est politique en fait. Pourquoi? Parce que d'abord il y a une crise politique. Quand on parle de crise politique, on parle de manque de souveraineté populaire, on parle de légitimité du pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle éminemment politique. Mais en fait, les politiques qui sont adoptées sur le plan économique et social sont éminemment politiques. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose en Algérie, quand vous avez un pouvoir qui, il y a pas longtemps, du temps de Bouteflika, en préparant le 5e mandat, nous disait l'Algérie est mieux que la Suisse. Rappelez-vous, plusieurs responsables politiques nous disent ce que vous racontez, vous, le Mouarada, le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé, nous disait il y a du matériel qui n'existe peut-être dans un pays au monde, peut-être l'américain, mais nous, on est mieux que beaucoup de pays européens. Donc aujourd'hui, la réalité, elle parle, les chiffres, le vécu des Algériens à travers ce Covid ou à travers la mauvaise gouvernance ou à travers le manque de transparence ou à travers justement le manque de vision à la fois politique mais aussi économique et sociale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dissocier parce que les Algériens sont arrivés à cette situation de paupérisation et quand le pouvoir reconnaît lui-même aujourd'hui, il dit كاين أماكن الظل شحال كاين أماكن الظل 15 000. Voilà. 15 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à peu près 8 millions d'Algériens qui sont dans la pauvreté. Alors que le même pouvoir qui était là il y a quelques mois, il nous disait que l'Algérie est mieux que la Suisse. Donc aujourd'hui, la réalité... Dont faisait partie Tebboune. Hein. Réalité, pardon? Dont faisait partie Tebboune, l'ancien gouvernement. Absolument. Faut le souligner. Absolument. Absolument. Et donc aujourd'hui, quand on dit aux Algériens qu'il y a une paupérisation ou qu'il y a un makin al-dhil, les milliards les تصرفوا. Donc ce qui m'a choqué en tant que politique d'abord, c'est que un nouveau président arrivant, quelle que soit sa légitimité ou son manque de légitimité, la première des choses quand on est responsable politiquement vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la morale politique, vis-à-vis de la loi, c'est de faire un audit de l'état des lieux de l'Algérie. Dans quel état Bouteflika et ses groupes ont laissé le pays sur le plan financier, sur le plan de la gestion, sur le plan des projets, sur le plan d'un tas de choses. Cet audit n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on est toujours on navigue à vue et chaque jour, on fait de petites mesurettes. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous parle de diversification de l'économie alors que l'administration est encore une administration archaïque. C'est une administration qui fonctionne de l'ma'rifa, de l'piston, de l'éclan, de la corruption, etc. Donc, c'est pas sérieux quand on nous parle de réforme et de diversifier l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas diversifier l'économie. Monsieur Lanma, c'est le mieux placé, peut-être que moi. Mais enfin, quand le système bancaire est un système encore archaïque, quand la fiscalité est encore n'est pas encore informatisée, quand les impôts ne sont pas encore... Et enfin, un tas de choses, un tas de préalables. Donc aujourd'hui, les réformes ont un coût. Mais avant tout cela, il faut d'abord qu'il y ait l'adhésion du peuple. Alors l'adhésion du peuple, malheureusement, encore une fois, on n'en prend pas le chemin avec ce qui se passe depuis quelques semaines. Est-ce que question de ces derniers jours, est-ce que la gestion de la sortie du confinement aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est plus rattachée aux besoins
de remettre l'économie en marche parce qu'on n'arrive plus à faire face, ou est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'elle est bloquée par la peur du retour du Hirak, parce qu'on sent que on a besoin de reprendre l'activité parce que c'est pas possible, mais en même temps, si on reprend l'activité, on s'expose au retour du Hirak tel qu'on l'a connu, et dans cet entre-deux-là, aujourd'hui, il y a quand même des impératifs de sécurité sanitaire qui continuent d'intervenir. On n'est pas sorti complètement de la crise. Moi, je pense qu'il y a une urgence économique, c'est clair. Le pays est pratiquement au stade végétatif depuis 3 mois, donc on ne peut pas continuer comme ça. Mais il se trouve que, apparemment, la situation est beaucoup plus compliquée que le laisse croire les chiffres qu'il donne. Hier, on était à 116, je ne sais pas aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils vont donner les chiffres, 116, 11 morts, donc la tendance est repartie à la hausse. Mais surtout, ça ne descend pas. Et ça ne descend pas, et j'entends des informations en provenance inquiétantes, très inquiétantes en provenance de Sétif par exemple, un foyer à Sétif, un foyer à Blida, à Bougie, donc c'est inquiétant, contrairement au discours rassurant, l'Algérie a pris les meilleures mesures, et donc même en termes de gestion de l'épidémie, ça a été mal géré. Donc ils sont entre le marteau des exigences économiques, c'est-à-dire il faut remettre ce que nous avons, ce qui nous reste du potentiel économique pour faire travailler les gens, parce que il y a une réalité que on a tendance à oublier, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu leurs emplois. Il y a au moins des centaines d'entreprises, des petites PME qui ont cessé déjà avant le Covid, le bâtiment, pratiquement, il était à l'arrêt. Moi, je connais beaucoup de responsables des petites unités de bâtiments travaux publics. Complètement, il n'y a pas de boulot. Donc, chiffrant un petit peu tout ça, c'est un désastre économique. Donc, il y a, d'un côté, l'obligation de trouver un moyen de reprendre, ne serait-ce qu'à 20-30% l'activité économique. Et de l'autre côté, il y a quand même une urgence sanitaire. Il faut veiller à ce que le Covid ne fasse pas, l'épidémie ne revient pas, ne retourne pas de zéro. Donc, c'est pour ça qu'il y a des décisions et des contre-décisions. Pour faire plaisir aux gens, on ouvre le halaq, on غلق الحلاق. Donc, il y a une inconséquence. C'est du tâtonnement. C'est du tâtonnement qui traduit une gouvernance à peu près au classe. Oui, si on parle des chiffres, tu as les nouveaux malades, etc. Il faut aussi prendre en considération le fait qu'il y a un allègement entre les horaires et tout, donc, et il y a un retour de pas mal d'activités commerciales, donc il fallait s'attendre à ce qu'il y ait plus de malades. Mais maintenant, dire que ça n'a pas été pris en charge, c'est clair, il n'y avait pas de plan réellement pour prendre en charge de façon efficace la pandémie. On n'a rien vu de tout cela. Il y avait quelques discours qui n'avaient rien à voir avec la réalité des choses. Il y avait des plaintes de contradictions. Et maintenant, le résultat, on le connaît. Mais cela dit, sur le plan, on va devoir vivre avec ce virus pendant longtemps et ça va impacter l'économie et la vie publique. Non, de toute façon, l'avantage qu'on a, c'est que nous avons une économie introvertie. C'est-à-dire, elle est portée par la consommation interne. Si on avait un peu de logique et un peu de oui, on aurait pu éviter la descente aux enfers de notre économie. On aurait pu quand même gérer un peu mieux la pandémie et relancer rapidement l'économie, et on n'aurait pas vraiment souffert, parce que là, elle est portée par la croissance, par la consommation intérieure. On n'exporte pratiquement rien, mis à part les recettes pétrolières qui vont en faire un peu défaut. Mais sinon, on aurait pu mieux gérer la situation économique et ne pas vraiment en souffrir. Mais là, ce qu'il y a, c'est que toutes les promesses le gouvernement n'ont pas été tenues, notamment l'accompagnement les entreprises pour traverser qu'il va y avoir des aides, il va y avoir des financements, il va y avoir des recapitalisations, il va y avoir une souplesse au niveau bancaire, etc., pour essayer d'accompagner les entreprises, notamment, sachant aussi que le tissu d'entreprise TANA est constitué de TPE et PME, donc très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Donc, ils n'ont pas vraiment les moyens pour faire face à ce genre de situation. Donc, si les promesses
encore une fois, non tenus. C'est-à-dire, ils les avaient honorés, on aurait pu éviter la descente aux enfers. Lyon, on parle de milliers d'emplois perdus. Et c'est vrai ce que tu dis. C'est des milliers d'emplois perdus. Voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est que la crise avait commencé chez nous en 2018, avec le gel des grands marchés, des grands chantiers, etc. Donc, les entreprises qui m'apportent, c'est vrai, étaient à l'arrêt en 2018. Absolument. Énormément de... Et c'était ça c'était les secteurs qui faisaient marcher surtout l'économie, notamment les travaux publics, le bâtiment, etc. Déjà, le Hirak, bon, le Hirak n'a pas vraiment touché. Alors, déjà, le Hirak, on va finir avec ça. Le Hirak, c'est un débat. On finit, je vais vous poser à tous les trois cette question-là. Donc, le débat sur le Hirak, quel est le moment propice pour que les Algériens se remettent à descendre tel qu'ils descendaient avant. Il y a eu un débat ici. Une des figures du Hirak, en tous les cas reconnue comme telle par les gens qui manifestent, qui a beaucoup de popularité, qui était présent à notre plateau la semaine dernière, Maître Moustapha Bouchachi, a jugé que la date du 19 juin qui avait circulé n'était pas peut-être très sage, très propice, parce qu'il y avait encore le risque sanitaire qui était là et qu'il valait mieux vraiment sécuriser l'aspect sanitaire avant d'entamer à nouveau les marches. J'ai besoin de votre point de vue. Écoutez, ce qu'il y a de bien dans le Hirak, c'est que nous avons quand même des millions de gens à Mana. Les millions à dos, il y a des professionnels de la santé. Il y a des médecins, nous avons des avocats à émettre à Sulmana. Je salue les efforts déployés par nos avocats dans la gestion de la répression, les détenus, etc. Un grand bravo à nos avocats. Un grand bravo, barakallahu fikum. C'est énorme ce qu'ils font. Donc, moi, je suis à cartésien, je suis un peu scientifique. Donc, je fais confiance les médecins Tana. Moi, je dis que le 19, c'est trop proche. D'ailleurs, la date, j'aime pas cette date parce que ça reflète pas le combat Tana. On est pour la démocratie, on est pour mais je sais pas les coups d'État, etc. C'est pas notre truc. Ah, il y a eu un coup d'État. 19 juin 65, donc c'est un anniversaire Tal. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, il y a des gens qui vont être en colère. Non, on n'a pas في الحراك pour mourir. حنا خرجنا باش نعيشوا خير. Donc ce qu'il faut انا les 2 semaines هادو ما نخرجش. Je parle parce que je ne représente personne. Moi, le 19 et l'autre semaine, je ne sortirai pas. Et pourtant, le Hirak me manque énormément. Il nous manque et les gens d'Al Hirak nous manquent énormément. Mais je dis que les 2 semaines, Hado, Mazel, خلي نعيشوا شوية, surtout avec la gestion catastrophique, Hassan, de la pandémie, n'arrange pas les choses. Donc, le 19 et l'autre semaine, ce sont des dates encore trop proches pour envisager un retour sur la France. Conséquence, on va finir. Mais le Hirak, c'est l'espoir. Le Hirak, on ne l'a pas annulé, on ne l'a pas arrêté, etc. Donc le Hirak, il est là. Et le Hirak, c'est la colère d'un peuple. Donc, si le pouvoir mise sur ça, c'est vraiment une erreur. Parce que là, ce qu'il devrait faire, c'est essayer d'absorber la colère, puisqu'il ne sait pas faire ça. Donc, il est out, il est finissant. Il est finissant, c'est un pouvoir finissant. C'est comme ça, il est condamné à partir. Zmaïl Almas ne va pas marcher les 15 prochains jours, donc vendredi prochain, tu vas te retrouver seul entre Bablouad et la Grande Poste, c'est ça? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il pour se battre contre un pouvoir pareil, il faut être en bonne santé. Il ne faut pas mourir. Je donne un conseil à tous les harakis de ne pas mourir, de ne pas tenter le diable. Le risque, il est là. Il y a 116 contaminations par jour. Je suis désolé. C'est du suicide. C'est faire preuve de suicide que d'aller marcher dans 4 jours. Les Chinois, pour 140 cas, ils ont fermé l'aéroport de Pékin. 140 cas. À Pékin, 140 cas, ils ont fermé l'aéroport. Ils ont fermé l'aéroport. Donc nous, alors s'il vous plaît, nous avons des irréductibles dans le Hirak, des extrémistes. Patientez, quitte à attendre, s'il faut attendre septembre, on va attendre septembre. On ne va pas mettre la santé des Alliés en danger. Voilà, donc j'ai fait exprès de laisser Zoubida Assoul en dernier parce qu'il y a quand même une touche quand on se met du côté des détenus et du côté de ceux qui se font arrêter, de leur famille, etc. Tout à l'heure, j'étais avec la famille de Khaled Radni, que nous saluons encore une fois ici. J'espère que demain, le début de l'instruction fait akher. Il y a quand même une pression plus particulière. Après tout, ils sont en train de nous ramasser, les activistes, etc. Pourquoi la pression, elle vient un peu aussi de ce milieu, de ceux qui subissent la répression. Il y a une part de cela, Maître Assoul. C'est juste, c'est vrai que c'est compréhensible, c'est humain. D'abord, il ne faut pas oublier, il faut toujours le rappeler que... Hop là. Ça s'est coupé.
Oui, on va devoir peut-être finir l'émission sans avoir le point de vue de... Anna, il faut me donner 2 secondes Bien pour sûr. saluer tous nos détenus d'opinion. Je salue espère. Khaled Darani et toute sa famille, et je salue Karim, Samir et tous les détenus à travers tout le territoire. Je salue leur famille. On est de tout cœur avec eux. Wallah, je suis vraiment désolé de la situation. Je ne m'attendais pas à aller vivre ce genre de scènes et de scénarios. Ça m'écoeure, mais Wallah, Rabbi ma'ahum, et Inch'Allah, يطلق سراحهم هذا المكان. Alors, pour rebondir un peu. Juste rapidement ce qu'on a récupéré. Oui. Tu as récupéré. Oui. Non, je voulais juste dire que je souhaite qu'ils soient libérés, parce que bon, c'est vrai que c'est une peine pour eux et pour leur famille, mais quant au Hirak, on a tout le temps pour revenir au Hirak. Et donc, Zubida Assoul, tu nous disais qu'il y avait une part de vérité de ce que... Oui, c'est compréhensible, c'est humain. D'abord, les familles des détenus, ce sont des familles d'abord qui ont passé des moments très difficiles par rapport à l'absence d'un membre de leur famille, premièrement. Deuxièmement, ils ont passé la Wachir, il ne faut pas oublier qu'on a passé Ramadan, qu'on a passé l'Eid, qu'on a passé... Ce sont des gens qui étaient privés, des enfants qui étaient privés de leur père ou une femme qui a été privée de son mari, des parents qui ont été privés de leurs enfants, comme le cas de Khaled Rami. Il n'y a pas de parloir. Et tout à l'heure, juste une parenthèse rapidement, 1 minute de conversation téléphonique il y a 45 jours et 4 minutes 30 il y a 2 semaines entre les parents et Khaled Rami. C'est tout. C'est compréhensible, c'est humain. Nous, on essaye en tant que collectif des avocats d'être un peu le lien entre l'extérieur et ces détenus qui vivent quand même dans un milieu carcéral. Et donc, c'est compréhensible. C'est compréhensible aussi de la part de la jeunesse qui a une fougue, qui a envie de revenir, qui a envie de reprendre la main au Hirak. Mais moi, je dis tout simplement, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui pour la vitesse, non pour la précipitation. Parce que ce qui prime actuellement, c'est la vie des Algériens. Et on n'a pas envie, moi en tant que politique ou en tant qu'hirakiste, je n'ai pas envie encore de voir des vies humaines partir comme ça. Donc, on privilégie d'abord la protection de la vie des Algériens et des Algériennes. Ensuite, nous avons tout le temps, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours le rappeler. Le Hirak ne s'inscrit pas dans une conjoncture, ou là dans un délai, ou là si on ne fait pas aujourd'hui, on ne le fera pas. Non, le Hirak c'est d'abord un état d'esprit. C'est une volonté, une détermination d'aller vers le changement. Et ça ne va pas changer même si on attendrait des mois et des mois. Donc, je dis tout simplement patience. Si on appelle, nous, moi personnellement j'ai appelé, j'ai dit il ne faut pas sortir le 19. Parce que d'abord le 19, c'est pas une bonne date. Et puis, il y a les recommandations sanitaires que les responsables de la santé qu'on doit respecter, ce sont des médecins crédibles et tout ça qui certainement ne veulent pas du mal aux Algériens. Mais de toutes les manières, on reviendra un jour. Ce jour-là sera déterminé en fonction de l'évolution de la pandémie chez nous. C'est tout. Mais le Hirak est dans nos esprits, dans notre démarche, dans notre vie au quotidien. Et on n'a pas oublié, et j'aimerais que tous les détenus politiques, les détenus d'opinion puissent... On a perdu Zubida Assoul, mais on a compris. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce café presse politique à la fin d'une journée pénible où vous avez été au tribunal d'Al Beida pour la présentation de notre ami Fodil Boumala, intellectuel et lanceur d'alerte du Hirak, qui a été mis en mandat d'arrêt aujourd'hui, au mandat de dépôt aujourd'hui. Merci Smaïl Almas d'avoir participé à ce café presse politique. Merci beaucoup Hassan Mouali qui me permet encore d'entretenir la flamme du CPP avec des journalistes dans le CPP et pas seulement des personnalités publiques. Il faut absolument qu'il y ait des journalistes dans cet espace. Plaisir. Nous saluons tous nos amis d'ailleurs. Ça c'est le Hirak intellectuel. Voilà, c'est le Hirak intellectuel. Merci encore une fois si Zubida est revenu. Merci 1000 fois pour avoir participé à cette émission. Nous vous donnons donc rendez-vous même endroit, même lieu, même horaire la semaine prochaine. Comme ça. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.